Après avoir entendu le docteur Zantefno, je passe la parole immédiatement à Émile Zuccarelli qui a dit un 9 décembre, un jour encore un peu particulier, c'est le 9 décembre 2016, précisément, à l'occasion de sa remise du rapport à la ministre de la fonction publique sur le principe de la laïcité dans le service public, dans le lien qui l'unit à la République. La laïcité est un bouclier qui protège les citoyens. Je pense que c'est une belle phrase. Et en tout état de cause, il faut peut-être donner quelques explications sur ce rapport qui concerne naturellement un ensemble de personnes, toute la fonction publique, et même un peu au-delà, puisqu'il s'agit aussi des contractuels qui ont en responsabilité le service public. Donnons la parole tout de suite à Jean. Merci. Une question de... Oui, il y avait une faute d'orthographe, non, c'était pas hôtel A-U-T-E-L, l'hôtel Dieu, c'était pas... de mauvais réflexes d'écolier. Bon, merci à Françoise Laborde de m'avoir invité aujourd'hui. On parle beaucoup de laïcité. Quelquefois, je me demande un peu qu'est-ce que ça recouvre. Est-ce que c'est un principe, une valeur? J'ai vu que ce matin, il fallait quand même manipuler ces mots avec beaucoup de prudence. Et puis je me suis demandé par moment si c'était le colloque où je devais venir, parce que ce matin, ça volait très haut. On était dans la philosophie. On était dans l'idéal humaniste, universaliste. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt Agnès Perrin, et j'entendais en écho mon ami Somad, dont j'ai lu tous les livres, et avec beaucoup d'intérêt, soulevant des problèmes très très importants, et qui justement sont dans la marche de la libération des mœurs, des pratiques sociétales, des impératifs ou des carcans d'origine religieuse. Que ce soit dans la procréation, dans le mariage, dans la mort non pas subie, mais conduite. Enfin, je pourrais citer toutes sortes de ces combats dont le cher Henri Caillavet a été un des grands héros. Voilà. Bon, très concrètement, moi, aujourd'hui, je suis dans le pragmatique. Je suis ici parce que je suis un élu de terrain qui a fini par être un jour ministre de la fonction publique. Enfin bon, c'est comme ça, ce sont un peu les hasards de la vie publique. Et pour moi, la laïcité, c'est un bloc juridique. C'est un ensemble de droits. Vous mettez-le au pluriel ou au singulier comme vous voulez, mais c'est un ensemble de droits. Bon. J'y tiens beaucoup, et qu'on y pense, ou qu'on en parle beaucoup aujourd'hui à cause de l'actualité, ne me gêne pas. Au contraire, parce que c'est un socle fondamental de la République. Et que c'est peut-être l'occasion aussi de clarifier des choses. Parce que c'est un domaine dans lequel on peut quelquefois déraper. Et le contresens est souvent là. J'entends quelquefois certains vouloir faire de la laïcité une sorte de gourdin pour faire entrer dans le rang ceux dont l'affirmation religieuse leur paraîtrait gênante ou provocatrice. Ce n'est pas du tout le cas. Là, pour l'honneur de la France et pour son unité nationale, la laïcité, c'est d'abord et avant tout un principe de liberté et d'émancipation. L'État garantit, alors, excusez-moi, je vais être un peu pédagogique, mais 3 minutes, hein. L'État garantit à chacun la liberté de pratiquer la religion de son choix, ou même de n'en avoir aucune. Ça va de soi. Cette liberté est valable dans l'espace public et dans l'espace privé. Comme toute liberté, cette liberté trouve sa limite lorsqu'elle contrevient à la liberté d'autrui, ou plus généralement à l'ordre public. Et l'on sait que c'est dans cette appréciation du moment où l'on bute sur la liberté du voisin que le débat
se déroule continuellement, que la loi peut être amenée à préciser les choses, et dans l'intervalle de la loi, la jurisprudence vient avec sagesse s'en occuper. À l'inverse de cette proclamation de liberté, une appartenance religieuse ne peut pas être invoquée pour exiger un traitement dérogatoire à la règle, et notamment aux règles du service public. Par exemple, en matière de liberté vestimentaire, qui est un sujet très, très controversé, on le sait, la règle générale est en tout lieu la liberté. On ne s'offusque pas de croiser un prêtre en soutane, un imam en robe, ou une personne coiffée d'une kippa, où que ce soit. La loi précise en revanche que le visage doit être visible. Mais ce n'est pas pour des raisons de goût, c'est pour des raisons de sécurité. La seule exception, noble exception, et ici on peut en parler volontiers, c'est l'école. Pour des raisons qui vous paraîtront évidentes, à l'école, tout signe religieux est proscrit dans la tenue vestimentaire. Mais si, dans les piscines publiques, la tenue est strictement uniforme et neutre, ce n'est pas pour des raisons de goût ou pour des raisons, de combat religieux, c'est pour des raisons d'hygiène. Et quelquefois, ça peut gêner même des gens comme moi, parce que le bonnet en caoutchouc qu'on est obligé de mettre et qui vous arrache les cheveux, sous prétexte qu'il ne bouge pas les filtres, c'est horriblement désagréable et ça cache une grande partie du plaisir de la baignade. Le Conseil d'État, à propos de l'affaire du burkini, que personnellement je trouve ridicule, le Conseil d'État a rappelé que chacun était libre d'aller à la plage, au bord de la mer, dans la tenue qui lui plaisait. Et que si une restriction pouvait être apportée à raison de risque de trouble à l'ordre public, il fallait que ce risque de trouble soit correctement établi et prouvé. Ça ne peut pas, comme ça, sortir simplement du fantasme d'un maire. Voilà pour le côté particulier. En face, l'État. L'État, lui, il est garant de cette liberté et il doit afficher une neutralité et une impartialité absolue. En face de la liberté de chacun, dans une sorte d'inversion logique, l'obligation de l'État est tout au contraire contraignante et s'interprète de manière restrictive, stricte. En somme, une formule qui vaut ce qu'elle vaut, hein, l'État n'interdit pas la religion, mais il se l'interdit à lui. Bien sûr, les signes extérieurs et intérieurs des bâtiments, des agents, les comportements et les règles, rien ne doit déroger à cette neutralité. Et les fonctionnaires, puisque, après tout, je suis là parce que je me suis occupé des fonctionnaires, à l'unisson du pays, ils ne sont pas les seuls, hein, ils peuvent parfois oublier cette différence entre l'État et le public, et qui peuvent attendre de l'usager la même neutralité que celle qui s'impose à eux, et il n'en est rien. On peut aller très bien chercher des papiers au sein d'une mairie, en soutane ou n'importe quelle tenue. Les fonctionnaires des trois versants, État, collectivités locales et hôpitaux, puisqu'on vient d'en parler, sont plus de 5 millions d'eux, et on peut y ajouter, parce que le problème se pose dans les mêmes termes, tous les salariés des services publics, qui soient, je dirais, de statut public ou de statut privé. C'est vrai pour la SNCF, c'est vrai pour la RATP, etc., etc. Bon, tous ces gens-là sont le principal visage, le premier visage de l'État impartial. Et la loi, d'ailleurs, a récemment inscrit dans leur déontologie cette responsabilité. Rien, bien sûr, dans leur tenue vestimentaire ne saurait traduire un choix confessionnel. Rien dans leur attitude ne saurait exprimer une préférence de quelque source que ce soit, et surtout pas confessionnelle. Tout semble simple, et cependant, il apparaît que les fonctionnaires sont fréquemment en difficulté dans la diversité immense
des services publics et des situations pour savoir toujours apporter la réponse, adopter l'attitude conforme aux principes et aux règles de la laïcité. Et ils doivent souvent décider vite, séance tenante. On ne peut pas dire « attendez, on vous reparlera dans 15 jours ». Il y a une demande, il y a une contestation, il y a un incident, comme on dit, il faut réagir vite. Les interrogations peuvent concerner les relations avec l'usager. Alors, je ne sais pas trop comment dire, les citoyens, mais ils ne sont pas tous citoyens, l'usager, l'habitant, je dirais l'usager ou le citoyen, mais ne chipotez pas sur les contours. Ça peut concerner la relation avec l'usager, mais ça peut également concerner les problèmes posés en interne à la hiérarchie par le fait que les fonctionnaires entre eux doivent avoir tous la même neutralité. Si un fonctionnaire veut contester ou ne pas appliquer la règle, ça pose un problème en interne, aussi un problème de laïcité. Et ils sont quelquefois aussi compliqués que les problèmes avec l'extérieur. Là, la variété des situations est immense, on le sait, dans les piscines publiques, les restaurants scolaires, la demande par des usagers de différenciation de la tenue, des repas, des horaires est fréquente, parfois de bonne foi, hein, quelquefois par défi. À l'école, à quel point la tenue d'une élève est-elle signe confessionnel? On en a beaucoup parlé. Une robe longue qui serait considérée comme un signe confessionnel, à partir de quel moment, à quelle distance? Je me souviens des problèmes de Christian Dior qui avait allongé les jupes de 5 cm, ça avait été une révolution dans la mode. Bon, on voit bien que quand on est dans le quantitatif, il y a toujours des matières à contestation, d'autant plus que quelquefois, des problèmes de vestimentaire peuvent ne pas être forcément soufflés par des parents militants, mais sont quelquefois le fait d'élèves qui veulent justement défier les parents ou les mettre en difficulté. L'hôpital, on en a parlé abondamment, le docteur qui m'a précédé, là, on a parlé, lieu de naissance, de mort, de souffrance, d'anxiété. Il voit typiquement des demandes de différenciation ou des refus dans l'examen, les soins ou le funéraire. Et la religion n'est pas toujours facile à démêler des sentiments courants de pudeur ou de peur. Voilà. Sans parler des questions de monnerie, on en a beaucoup parlé, n'est-ce pas, Bernard Legras. Des lieux de prière dans les hôpitaux, dans les prisons. Et l'on sait que un imam, par exemple, ça je l'ai de témoignages hospitaliers, un imam bien formé aux questions de laïcité, je trouve, à ce rôle, peut être un élément de, non pas d'apaisement, mais d'harmonie au sein d'un établissement hospitalier tout à fait irremplaçable. Voilà, je n'en finirai pas d'énumérer tous ces cas de figure. 2 objectifs doivent guider les choix de l'attitude. 1, les principes et les règles doivent être in fine respectés. Je dirais, force restera à la loi, c'est peut-être un peu martial, mais in fine, la règle doit être observée. 2e principe, l'usager ou le citoyen doit autant que possible comprendre. S'il ne comprend pas, c'est mauvais. C'est d'ailleurs pour cette raison que toute décision, surtout si elle est de refus ou de contrainte, doit être précédée d'une phase de dialogue et d'explication. Au demeurant, si la variété des cas et des incidents est très grande, leur nombre est relativement limité. Là, le retentissement est inversement important. À raison inverse, important, parce que, bon, c'est comme ça, c'est l'ère du temps, et les médias s'en donnent à cœur joie. Annick Girardin, ministre de la fonction publique, m'a demandé de présider une commission qui s'est penchée sur les moyens de mieux préparer les fonctionnaires de tous les secteurs à leur propre compréhension de la laïcité et au traitement des situations. Cette commission a rendu son rapport le 9 décembre dernier. Elle a fait des propositions autour de 5 thèmes. Vous allez très bien comprendre. Premier thème, former, intensifier la formation. L'homogénéiser, parce que tant qu'à faire,
le public a besoin de voir la cohérence de tous les guichets qui s'adressent à un commissariat de police, à une mairie, à une piscine, à un établissement d'enseignement. Finalement, la réponse qu'il va avoir en matière de laïcité, il faut qu'il la comprenne parce qu'elle sera homogène, cohérente. C'est très important, donc il faut que l'appareil de formation de la fonction publique, qui est costaud, compétent, il est très bon, mais qu'il soit très homogène dans son approche et dans les messages qu'il transmet. Avec des rappels régulièrement à l'occasion des entretiens annuels sur, je dirais, ces principes. Deuxièmement, créer ou compléter parce qu'il existe déjà, il y en a des représentants ici, un réseau couvrant toutes les fonctions publiques de référents, ce qu'on appelle des référents. Il y a des référents laïcité dans l'éducation nationale, il y en a certains dans les hôpitaux. Il faut que dans tous les services, il faut que le fonctionnaire qui est dans une difficulté puisse vite appeler au secours et avoir le conseil ou la bonne réponse. Troisièmement, il y a quelques cas de figure où il faut que la règle soit précisée. Alors, ce n'est pas à nous de le faire, c'est au ministère compétent de le faire. On l'a évoqué, il y en a un qui a été évoqué ici ce matin, c'est le problème des accompagnants, des parents accompagnants dans les sorties scolaires. Bon, c'est un sujet de controverse. Il faut que la règle soit dite et qu'elle soit appliquée par tout le monde. C'est évident et la paix sociale y gagnera. Quatrième point, objectiver. Alors, éviter le fantasme. Il faut que l'on sache si ces incidents auxquels on donne un retentissement fantastique sont si nombreux que cela. Voilà. Bon. Donc il y a un baromètre. On a réussi à piquer. On est allé voir la fédération hospitalière, on est allé voir des gens qui avaient quelques éléments statistiques sur les incidents, mais c'est très fragmentaire et il faut systématiser cette remontée pour savoir si le phénomène s'aggrave, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont chercher à dramatiser et à alerter les choses, et pas toujours avec des intentions très pures. Donc, essayer d'objectiver la situation. Et enfin, dernier point, bien informer le public. Le public a besoin d'avoir une information sur la laïcité. Il est dans le contresens très fréquemment, il a besoin d'être informé. Et les médias, par la même occasion, et les médias informent le public, on le sait. J'ai presque terminé. 2 secondes. Ces efforts, nous souhaitons, il est souhaitable qu'ils arrivent, qu'ils portent leurs fruits, que les fonctionnaires soient mieux dans leur peau et mieux préparés à bien réagir. Et je pense que la laïcité, bien appliquée, bien comprise, bien expliquée, est un puissant facteur de cohésion nationale. C'est important. D'autres pays, comme parmi les plus grands, se placent sous le signe de la laïcité. Je pense par exemple aux États-Unis. J'ai vu le président des États-Unis prêter serment sur la Bible. C'est pas en France qu'on le ferait, bon, on va dire. Et puis je l'ai vu alors après dans une série de cérémonies dites œcuméniques, mais enfin qui étaient toujours religieuses, qu'elles soient juives, orthodoxes, catholiques ou autres, c'était toujours des cérémonies religieuses. La France a une lecture raide de la laïcité, dans ce que cette laïcité, je dirais, entraîne l'État. Ça concerne l'État, c'est une obligation pour l'État. La France a une lecture raide. Et évidemment, les déclinologues de rire, on a l'habitude, les Français bien connus, nostalgie de Robespierre, de la guillotine, etc. etc. Un mot pour finir là-dessus. Moi, je ne fais aucun complexe. Notre rigidité, qui d'ailleurs n'a pas suscité l'incompréhension de Luxembourg, puisque l'exception française, mettons-y des guillemets, a été parfaitement reconnue par les instances européennes. Mais je me dis que dans un monde dans lequel, quelles que soient les petites crises temporaires, les crises d'un Donald Trump ou d'un autre, les mouvements migratoires
ne vont pas s'arrêter et seront de plus en plus importants. La mobilité des gens, c'est un fait incontournable. Et les États-nations, qui sont des structures qui, elles, vont rester longtemps et vont durer longtemps. Les États-nations vont être de plus en plus peuplés de populations hétérogènes, groupant des gens de religions, de cultures extrêmement diverses, sans religion même d'ailleurs. Et par rapport à ces situations, je pense que c'est le modèle français qui n'est pas en arrière de la main, mais qui est précurseur pour la stabilité des États-nations de demain. Merci. Je vais remercier d'abord nos 3 orateurs. Avant de donner à la salle la parole, je vais donner pour une question à Michel Silig qui veut interroger, je ne sais pas lequel est 3 orateurs, mais justement c'est la surprise. Après je vous donne la parole à la salle et n'oubliez pas naturellement que dans une petite demi-heure, il y aura la conclusion qui sera faite par notre présidente, sans quoi rien ne s'arrête. Merci Bernard. Oui, je voulais poser une question à Bernard Legras et peut-être apporter une petite information. Bernard Legras est donc l'initiateur et le responsable d'un diplôme d'université connaissant de la laïcité qui s'inscrit dans, j'allais dire, un mouvement national de formation civile et civique. Alors j'aurais voulu lui demander si, de par ses contacts avec ses collègues dans les autres universités françaises, s'il y avait, oui ou non, des disparités plus ou moins importantes dans la façon dont ces diplômes étaient conçus. Je pose cette question parce que moi j'habite à Metz, je travaille à Metz, et Metz, comme vous le savez, est un département que l'on dit concordataire, même si le concordat, dans ce que je vais dire, n'a pas d'importance, puisque ce qui compte, c'est une convention entre l'Empire d'Allemagne et le Vatican en 1903, qui a créé la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Et donc, il y a en Moselle et en Alsace des enseignants de théologie qui sont fonctionnaires d'État dans les universités. Donc, un diplôme d'université est en cours de création à l'université de Lorraine, dans son site de Metz, et il est chapeauté, si on peut dire, par à la fois les sociologues et les théologiens. Et il y a même un des cours qui, d'après son intitulé, est presque un éloge du monothéisme. Alors, je dis ça parce que je me suis beaucoup intéressé à la question et je me suis fait attribuer un cours de droit, d'histoire de droit, l'histoire juridique des régimes des cultes. Mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le reste de la France. Est-ce que ces diplômes sont, je ne dis pas uniformes, mais est-ce qu'ils ont quand même une cohérence ou est-ce qu'il y a de fortes disparités ? Alors théoriquement, la cohérence est totale puisqu'ils doivent tous répondre à une charte nationale, la charte nationale des DU de formation civile et civique. Pour bénéficier de la subvention de 15 000 €, nous devons donc répondre à des normes très précises. En gros, c'est deux tiers de droit et puis pour le reste, donc de l'histoire, de la philosophie, de la science politique. Donc dans le détail, il y a pas mal de différences qui est liée au public. Mayotte, par exemple, qui dispose de son propre DU. Mayotte est un département français, 98 à 99% de musulmans. Donc les auditeurs sont des cadis locaux. Le problème fondamental étant celui de la langue, parce qu'à Mayotte, le français n'est pas parlé quotidiennement. Il est en usage dans les universités, dans les écoles, dans l'administration, mais au quotidien, les gens de Mayotte parlent un dialecte local et les érudits locaux, les cadis, parlent l'arabe, enfin utilisent l'arabe littoral, l'arabe coranique. Donc ils ont 3 niveaux de langue, français, le dialecte local et l'arabe. Donc notre collègue de Mayotte a évidemment les plus grandes difficultés à bâtir un enseignement dans ces conditions. Pour ce qui est du contenu, pour dire les choses rapidement, le gros débat qui existe, c'est doit-on donner une place à la théologie ? C'est-à-dire, doit-on rentrer dans l'exposé, dans l'exégèse des idéologies religieuses, donc expliquer ce qu'est le catholicisme,
le judaïsme, l'islam, etc., etc. Certains DU sont tentés par une approche théologique. D'autres, en revanche, le refusent absolument, et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est notre approche. Nous faisons de l'histoire des religions, de l'histoire du fait religieux, bien entendu, mais d'expliquer à un musulman comment le Coran est une création humaine, c'est bien entendu aller à la catastrophe pour ce qui est de l'ambiance dans le groupe, etc., etc. Le collègue de Metz était présent vendredi dernier, donc j'ai eu plaisir à l'entendre. Merci Bernard Legras. Martine Serf. Oui, c'est également une question à Bernard Legras, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez y répondre, mais je vais quand même la poser parce que c'est une interrogation que j'ai et qui me semble importante. Vous avez dit que vous aviez une vingtaine d'imams, dont 7 seulement étaient francophones. Et j'ai envie de poser la question, mais comment se fait-il que parmi les musulmans en France, qui sont tout de même aux alentours de 4 millions, d'après le nombre de gens qui se déclarent musulmans, comment se fait-il qu'on n'ait pas plus d'imams français à former et que tous viennent de l'étranger, que nous ayons donc ces problèmes de langue et même de connaissance de la civilisation française? Oui, c'est effectivement une question absolument fondamentale, parce que nous touchons en fait des imams étrangers contrôlés par leurs ambassades. Parce qu'évidemment, quand on dit mosquée de Paris, on dit gouvernement algérien. Hein. Bon. Les imams nés et qui ont fait leurs études en France ne viennent pas, car ce sont des imams qui sont reconnus par leur communauté et qui ne sont donc pas affiliés, disons, à une hiérarchie. Et le problème est évidemment d'autant plus grave que ce sont ces imams qui propagent des propos de haine et de terreur. Pour le dire très clairement, les imams salafistes, nous ne les verrons jamais.